Bonjour et bienvenue dans ce chapitre qui va nous permettre d'introduire la première partie de cette formation 360 degrés, comment innover pour captiver l'attention des éducateurs. On va voir sur cette première partie comment on peut allumer la flamme de l'apprentissage. On va se fixer tout d'abord un objectif. Enfin, moi, personnellement, je me suis fixé un objectif, même 3 objectifs, à savoir captiver l'attention des stagiaires dès le départ. Et peut-être que déjà les flammes que je vous ai montrées ont capté votre attention. Vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Clarifier les attentes et le parcours de formation et établir un cadre de travail stimulant et collaboratif. Ma croyance, elle est celle-ci, c'est que dès l'inscription, et même avant l'inscription, bien entendu, même avant l'inscription, comment je peux déjà mettre une relation de confiance et mettre de l'engagement chez le stagiaire pour qu'il puisse vraiment s'inscrire en se disant wow, je suis très très motivé à faire la formation. Alors pour cela, ce que je vais faire, et là on va faire vraiment le focus sur le digital learning, la formation à distance, ok, et sur ce avant l'inscription. Donc j'ai prévu cette présentation-là qui va durer a priori 10 minutes, d'accord, et après il y aura d'autres présentations pour entrer plus dans les détails. Ok. Tout d'abord, je vais définir quand même ce que c'est le digital learning. Ok. Et ensuite, on va voir comment on peut préparer le terrain et comment je crois que ça va être la formation du XXIe siècle. Ensuite, on verra très concrètement comment positionner les futurs apprenants. Et à travers ce cheminement-là, vous aurez 2 défis théoriques qui vous sera libre de pouvoir remplir afin de pouvoir valider déjà certains acquis. Ok. Et la partie pratique, c'est celle que vous avez déjà effectuée. Et ça sera votre missionnement, celle qu'on a effectuée lors de la présentation. Et c'est celle-ci que vous ferez lors du missionnement pour la prochaine présentation. Tout d'abord, c'est très important pour moi d'avoir une vision, une mission, d'accord, pour déjà que ce soit motivant et qu'on ait une ligne conductrice. Ma vision et ma mission, c'est de me dire, enfin ma vision surtout, c'est qu'aujourd'hui, j'ai peut-être 20% d'éducateurs qui sont formés dans les clubs. Ok, alors peut-être que ce pourcentage est quand même plus élevé, mais c'est pour le 20-80. Et mon ambition, c'est qu'en fait, de renverser cette tendance-là et de me dire que 80% des éducateurs, des personnes qui sont acteurs dans le monde sportif aient accès à l'information de base sur le jeu, l'animation. Enfin, à vous de définir après quelles sont pour vous les bases de l'entraînement et de l'animation dans les différentes catégories. Ok. Et on va voir comment, effectivement, le digital learning peut rendre ça possible. Voilà, tout simplement. Donc on va voir, on va définir tout ça ensemble. Donc déjà de manière générale, le digital learning consiste à impliquer le numérique dans les contenus pédagogiques. Tout simplement, vous avez des contenus dans votre tête sur PowerPoint, en vidéo. Mais on va voir que grâce au digital learning, on va pouvoir clarifier tout ça, ok, et pouvoir le mettre à disposition. Ok. Et après, bien sûr, tout cela se fera au gré de votre imagination. Donc là-dessus, n'ayez pas de limite par rapport à ça. Déjà, on peut distinguer 2 modalités digitales, l'aspect synchrone, ok, et l'aspect asynchrone. D'accord. Des choses qu'on va faire en même temps. On va donner des infos et en même temps, on va pouvoir les recevoir. Et comme là, je suis en train de faire en ce moment avec vous, des choses que j'ai enregistrées et que vous pourrez voir et revoir autant de fois que possible. Ok. Et c'est là où on va pouvoir peut-être toucher nos 80%. D'accord. Parce que peut-être que certaines personnes ne pourront pas être là en direct, ne pourront jamais être là en direct, n'auront pas l'envie ou la possibilité, mais au moins ils auront accès à ça. Pour autant, cette citation me paraît assez déterminante et j'essaie de vraiment la garder en tête. Le digital ne remplace pas le formateur, elle l'enrichit, lui permettant de se concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir l'engagement des apprenants. Et c'est ça qui va être intéressant pour moi dans toute cette partie 1 que je vais vous faire, dans tout ce module-là, ok, qu'on verra à travers différents chapitres. On va le construire, ok, dans l'idée que ça va pouvoir ensuite nous dégager du temps pour être vraiment avec les apprenants. Donc je vous propose un petit quiz
autour de, bien sûr, du e-learning, sur ces 4 points. Euh, Quelle est l'efficacité, comment on peut adopter le e-learning. Donc, ça va être des statistiques, d'accord, en entreprise vis-à-vis des salariés. Quelles sont les modalités de formation qui marchent le mieux, quel type de production de contenu, et enfin les défis et les attentes. Voilà, donc vous pouvez de nouveau flasher ce QR code ou alors tout simplement cliquer sur le lien qui vous amènera vers le quiz. Vous pouvez mettre sur pause, bien sûr, sans regarder les réponses qui sont ici. Alors, voilà ce qu'on peut retenir de ces chiffres-là. 95% utilisent le numérique dans leur formation, donc on peut dire que c'est réellement adopté. 64% les considèrent comme efficaces et 60% considèrent le vidéo learning comme efficace. Ok. Donc, on voit que ce qui marche le mieux, c'est le vidéo learning. D'accord. Et on voit qu'aujourd'hui, on a passé la barrière. On est à plus de la moitié des gens qui considèrent que c'est plutôt efficace. Et on va voir après qu'est-ce qui fait que ces 35% ne considèrent pas que c'est efficace. On va le voir après, j'ai une petite idée. Ensuite, ce qui marche le mieux, c'est le e-learning scénarisé, quand on crée des scénarios, d'accord, qu'on fait vivre des choses aux gens, comme des jeux vidéo. La classe virtuelle, c'est vrai, parce que c'est un moyen un peu hybride d'avoir encore une interaction, mais ça se fait de manière synchrone. Et enfin, le vidéo learning, que moi je kiffe plus particulièrement, parce que ça se fait de manière asynchrone et qu'on peut réellement faire passer de superbes informations et surtout la personne pour la regarder autant de fois qu'elle veut. Et elle bénéficiera aussi des mises à jour. Production de contenu, ben on se rend compte que c'est énormément produit en interne et que 93% des apprenants estiment détenir des connaissances précieuses à partager. Voilà, donc en fait, presque 100% des personnes pensent qu'ils ont des choses à partager. Ben, pour moi, déjà, c'est la première étape qui est la plus intéressante. Maintenant, c'est comment on va pouvoir faire. Et le digital e-learning va pouvoir répondre à ça. Et enfin, par rapport aux défis et aux attentes, on peut voir que 45% encore estiment qu'ils ont des freins culturels et en termes d'expérience par rapport à ces outils-là. Mais malgré tout, 97% considèrent que c'est un véritable enjeu. Donc on voit 97% ici, 95%, 93%. Donc on file tout droit dans ce learning. Malgré tout, on pourrait rester KO debout de nos premières expériences, le premier plaquage, où Botia, bon, c'était pas forcément son premier plaquage. Mais voilà, un mauvais contenu, une mauvaise expérience fait que, on va garder un mauvais souvenir. Donc, je tiens à apporter des points de vigilance par rapport à ça. Ok, si jamais il y a du décrochage, euh, ça veut dire tout simplement pour moi que, et pas que pour moi, et c'est des choses que j'ai vues écrites, bien entendu, c'est que tout simplement, c'est le contenu qui n'est pas adapté. D'accord. Ou qui peut être mal structuré. Ou un mauvais design. Vous voyez, quelque chose qui n'a pas donné envie. Ok, comme un entraînement de rugby qui peut être comment dire, très barbant, très ennuyant, suivant de la manière dont on va l'amener. Ok. Donc, vigilance par rapport à ça, de bien structurer, de penser encore une fois à la gamification, de penser à l'interaction avec les personnes, de penser aussi à les accompagner. C'est pas parce qu'on est dans le digital que du coup, ben, les gens ils vont le faire comme ça, ok. Pour ça, il est nécessaire de vraiment les accompagner. Donc c'est là où on va pouvoir individualiser notre accompagnement, parce que toutes les personnes n'auront pas le même type d'engagement, et vous allez voir à la fin avec mon bilan. Donc voilà, donc du coup, nous, on est là, on a ça, moi j'ai ça au coin de ma tête, j'y pense. Je sais que le digital e-learning, c'est vraiment la méthodologie qui va révolutionner nos formations. Pour autant, il y a des points de vigilance par rapport à ces décrochages, et on a vu les différents points qui font que les personnes vont décrocher. Donc ça, on les a en tête. Ça veut dire que nous, maintenant, on va pouvoir jouer là-dessus pour éviter de rentrer là-dedans. Ok, comme si on avait les doigts de l'exercice. Donc là, on va poser les bases et tout simplement les gains faramineux que peuvent avoir les stagiaires, même nous. Voilà, on peut avoir différents parcours, c'est stimulant à travers des simulations, entraînement formatif et gamifié, parcours personnalisé, format adapté au rythme de chacun, accessible au plus grand nombre, d'où mes 80%. Ok, le rythme de chacun, d'où mes 80%. Le fait que ce soit gamifié, d'où mes 80%. Forcément, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, on est tous dessus parce que gamifié, ça veut dire quoi? Il y a des récompenses, il y a des jeux, on coche, on avance, on franchit des niveaux et ainsi de suite. Bien sûr, quand on crée des contenus interactifs, faites preuve d'imagination. Parcours multimodaux, comme dans nos formations, quand on doit toucher les différents capteurs avec le VACOG, ok, le toucher, l'odorat, l'ouïe, voilà, ben là on va essayer de toucher un peu tout ça avec des vidéos, avec différents jeux, avec des documents, avec des audios, voilà.
Donc, grâce au digital, on peut vraiment capter au maximum l'attention de ces personnes-là. 4 éléments qui ressortent le plus dans mes recherches. Le rapid learning. Ok, le rapid learning, c'est des petites masterclass, des petites capsules vidéo de 5-10 minutes, comme je fais avec vous en ce moment. Tutoriel vidéo qui sera peut-être un peu plus long, ça dépend de ce qu'on veut tutorer, ok, mais qui permet de présenter un outil en amont. D'accord. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser notamment quand on va présenter Trello, présenter Canva. Voilà, si jamais vous avez des outils que vous utilisez auprès des stagiaires, mais pensez à les former par rapport à ces outils-là. D'accord. Le mobile learning aussi. Voilà les applications que je vais vous proposer aussi pour vous défier sous forme de quiz. On va voir qu'on peut l'utiliser avec le téléphone. Ok. Et enfin, les e-learning scénarisés. Alors, je n'ai pas encore vraiment développé, mais j'ai des applications comme Genially qui peuvent créer des escape games, qui peuvent créer des véritables aventures. À voir si au rugby, ça peut nous être utile. En tout cas, je vous ai sélectionné tous ces outils-là sous forme de 3 niveaux, basique, intermédiaire, avancé. Tout ce qui peut exister, c'est assez exhaustif. Ok, entre YouTube et Facebook, qui sont déjà du social learning, d'accord. PowerPoint, qui est déjà un outil de présentation synchrone, hein. Donc on utilise quelque part le digital. La classe virtuelle aussi, qui est déjà une première approche. Donc là, on est vraiment dans un aspect, on va dire, basique. Et donc peut-être que vous dites, ah mais en fait, je fais déjà du digital learning. Ok. Ensuite, le niveau intermédiaire avec des outils un peu plus poussés comme Moodle, comme des plateformes d'hébergeurs de formation, Camtasia pour enregistrer, ici, LinkedIn, les réseaux, Canva, et enfin le digital avancé avec carrément comme Trello, Podia, Genially, voilà, qui vont forcément, plus on va avancer, plus ça va nécessiter un petit peu de temps pour vous d'adaptation par rapport à ces outils. Mais je ne vous cache pas que le résultat peut être assez grandiose. Alors du coup, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais plutôt une combinaison de ces différents outils avec lesquels je vais être les plus à l'aise. Euh, et puis après, je vais aller chercher le meilleur de chacun. Voilà. Mon conseil ne serait pas de s'enfermer dans un seul outil, parce qu'il existe beaucoup d'outils. Voilà, de ne pas en prendre non plus 150 000, voilà, mais d'avoir peut-être un panel comme ça de 5-10 outils sur lequel vous allez pouvoir naviguer et faire en fonction de ce dont vous aurez besoin. Pour terminer cette partie, le profilage et le positionnement. Donc c'est ce qu'on va voir, mais surtout ça va nous permettre d'introduire la partie suivante parce qu'on va le voir quand même dans un deuxième temps, cette partie-là, avec un peu plus de technique et qui va être beaucoup plus dans le concret. Ok. En tout cas, tout l'enjeu pour moi est de vous présenter effectivement comment on peut arriver à faire cette espèce de positionnement auprès des éducateurs. Encore une fois, ça rejoint mon ambition là tout en haut. On a chacun 7, 8, 10, 12 clubs. D'accord. Tous ces clubs-là ont des éducateurs, des personnes qui sont acteurs dans le monde sportif. Et ce que j'essaie de me dire, si je veux vraiment changer les choses et avoir un réel impact sur leur environnement, comment je peux toucher un maximum de ces éducateurs-là. Comme je dis, à 80% que chacun ait entendu parler de Mika Richer et au-delà de moi, ait entendu parler effectivement des lois de l'exercice, des bases de l'animation, la valorisation, le questionnement, les types de situations d'entraînement, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et ça, je pense que ça peut être des bases communes qu'on peut mettre ici, tout en haut dans la partie jaune, pour attirer ces acteurs-là du rugby, ok, avec une page qui va dire un peu les gains, les bénéfices que peuvent avoir ces personnes-là à découvrir notre plateforme de formation. Ok. Le but du jeu, ça va être d'emmener un maximum de personnes sur cette plateforme de formation qui sera à disposition, sur laquelle on aura travaillé, qui ne va pas nous consommer plus de temps. C'est juste au départ, on investit du temps pour construire cette plateforme de formation, mais une fois qu'elle est en place, elle est en place. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus puissant que des sites internet où sont hébergés des documents, des pages YouTube et tout ça, parce que ce qui va être intéressant pour les personnes, c'est de construire un véritable parcours de formation, ok, où ils vont pouvoir évoluer, grandir et ensuite aller chercher les informations dont ils auront besoin. Donc ça va nous permettre de fidéliser sur les bases un maximum d'éducateurs. Ensuite, bien entendu, on va pouvoir les attirer par la relation, c'est-à-dire que les personnes qui désireront aller plus loin vont pouvoir prendre un rendez-vous d'appel, d'accord. Ils vont remplir un calendrier automatique avec un sondage automatique qui fait que nous, on aura la fiche personnelle de la personne avec ses besoins, ses motivations, son expérience. Enfin bref, vous définirez ce que vous voudrez. OK. Et à la suite de ça,
ben on verra comment on la positionne sur quel BF, si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà, on pourra positionner la personne spécifiquement pour ensuite pouvoir la fidéliser par rapport à ses compétences. OK? Donc, je vais en avoir terminé avec cette présentation. Pourquoi? Parce que sur cette partie-là, je vais le faire sur un deuxième chapitre, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, et pour qu'ensuite vous ayez la partie spécifique par rapport à la construction, qui reste encore une fois votre défi pratique qui va vous accompagner tout au long de la formation, en fait. OK? On va devoir mettre ça en place, notamment avec l'outil Trello, pour que vous puissiez avancer dans votre projet. Je terminerai avec mon bilan là-dessus, A, B, C, sur le BF Baby et tous les autres BF confondus. Ok, A, c'est les personnes que j'ai pas forcément relancées. B, c'est les personnes que j'ai dû relancer une ou deux fois. Et C, c'est les personnes avec qui j'ai dû énormément insister et relancer pour qu'ils puissent valider la formation. Alors, j'ai distingué la formation Baby parce qu'elle est énormément en ligne, cette formation-là, notamment tout le BC1. D'accord? Et après, derrière, les BF que moi, j'ai commencé à mettre en ligne. Donc, forcément, le Baby, je trouve il a plus de résultats parce que pour moi, il est plus performant par rapport à mes contenus et au parcours pédagogique que celui que je suis en train de construire. Donc, les résultats ne sont pas sont logiques pour moi. Et la bonne surprise, c'est qu'en fait, on est à 16 éducateurs qui ont vraiment été très performants. Si je les rajoute à ceux qui ont été plutôt moyennement performants, que j'ai dû relancer une ou deux fois, on est à 11, on sera à 27. OK? Sur un total de 38, on sera à 27 éducateurs sur 38 où j'aurais pas forcément consommé beaucoup de temps et surtout j'aurais créé une vraie relation. Donc, je trouve que le jeu en vaut vraiment la chandelle. L'an dernier, j'ai accompagné 63 éducateurs. Voilà, donc c'est quand même assez conséquent. Et mon ambition, comme j'ai commencé à le faire dès cette année, c'est de pouvoir, comme je le dis, atteindre les 80%. Et là, cette année, j'ai touché justement avec ma nouvelle méthodologie le fait de capter comme ça toutes les personnes, d'accord, de pas forcément prendre d'entrée que ceux qui veulent faire le BF. Mais j'ai réussi en tout à toucher 128 personnes sur cette formation bien joué en sécurité et 86 personnes sur une formation tronc commun. Ce qui fait un total de 214 personnes, sachant que là-dedans, il y a des personnes qui sont venues aux deux. Donc, c'est pas réellement 200, on ne peut pas faire 128 plus 86. OK? Je terminerai ici. Ces lois-là, on les reverra un peu plus tard. Encore une fois, le digital ne remplace pas le formateur, elle l'enrichit, lui permettant de se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'engagement des apprenants. Et on verra maintenant, ensuite, sur les prochaines formations, comment euh, comment on peut passer maintenant sur pour moi, notre cœur de métier qui va être le mentorat et l'accompagnement des éducateurs. Allez, à bientôt sur le prochain chapitre.